Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens à vous souhaiter d'abord un très bon Ramadan et Ramadan Karim pour tout le monde. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau live qui concerne la partie achat. Je souhaite continuer avec vous la série qu'on a commencée depuis maintenant 2 semaines et donc reprendre au point où on avait arrêté la présentation de la dernière fois. Mais avant cela, j'aimerais quand même faire un petit test de son. Et je ne sais pas si le son passe bien parce que jusque-là, j'avais toujours eu des soucis au niveau du son. Voilà, en tout cas, faites-moi signe, envoyez-moi un message si jamais vous n'arrivez pas à entendre, entendre le son. Donc, si on commençait par rapport à un petit rappel concernant la mission de la fonction des achats. Encore une fois, comme on l'avait vu, les achats, ils ont pour mission de contribuer un peu au résultat de l'entreprise. C'est bon, donc j'ai reçu la confirmation que le son est bon. Merci, Monsieur Setti. Donc, encore une fois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la fonction des achats faisant partie de l'entreprise, elle doit bien sûr contribuer à la mission de l'entreprise, qui est celle de la profitabilité, d'avoir des résultats. Et donc, par rapport à ça, la mission des achats doit contribuer à l'amélioration des résultats de l'entreprise, elle aussi, mais à travers quoi? À travers la sélection des meilleurs fournisseurs. Les meilleurs fournisseurs, ils peuvent être jugés en fonction de 4 critères. C'est en fonction des meilleurs fournisseurs en termes de coût, en termes de qualité, en termes de support logistique et aussi en termes d'innovation. Donc tout ça, bien sûr, il faut qu'il soit coordonné à travers une maîtrise contractuelle. Ça veut dire la clarité au niveau des conditions de contrat et aux conditions des achats. Donc, ce sont les 4 piliers de la mission des achats et qui peuvent permettre à cette fonction-là de contribuer de son point de vue à la mission de l'entreprise. Encore une fois, c'est très important de s'arrêter et de prendre du temps pour comprendre quelle est la mission d'un service, d'une fonction au sein de l'entreprise, car ça va être le fil conducteur de cette fonction, ainsi que l'équipe qui vont faire partie des achats. Et c'est ce qu'il faut toujours avoir en tête quand il s'agit de faire un arbitrage, par exemple, sur certaines positions. Alors ensuite, on avait énuméré ensemble les leviers qui pouvaient permettre justement à la fonction d'achat de pouvoir contribuer à ces résultats. Alors, comment? C'est à travers plusieurs leviers. Levier, c'est un peu la boîte à outils qu'un acheteur pourrait utiliser pour concrètement pouvoir sélectionner les meilleurs fournisseurs. Donc, c'est à travers 5 leviers. On a passé du temps la dernière fois à expliquer ce que c'est que le levier de conception et la reconception des produits et la négociation. Donc, si on peut faire un petit rappel concernant la première étape ou le premier levier, donc c'est une des cartes possibles pour pouvoir permettre à ce que cette fonction puisse apporter du résultat. C'est quand il s'agit notamment d'accompagner l'entreprise pour la création de nouveaux produits. Et donc, par ailleurs, créer aussi autour d'elle un nouveau concept ou un nouveau produit qu'elle va pouvoir acheter de chez un fournisseur X. Donc, c'est tout cet accompagnement-là qui doit se faire au niveau de la conception du produit, clarité au niveau du cahier de charge, passer par des tests, d'abord par des modèles réduits, en plus, ensuite passer à des tests industriels, et bien sûr une phase de stabilisation quand on arrive à l'industrialisation ou à la production en série. Donc, deuxième point, c'est le point de négociation. Et donc, on a toujours tendance à confondre ou à penser qu'un acheteur, l'achat, c'est de la négociation seulement. Ce n'est pas vrai puisque, voilà, on voit qu'on a quand même 5 leviers et 5 cartes. Et c'est une liste qui n'est pas limitative. C'est juste une façon un peu de voir et d'identifier les leviers des achats. Alors, la négociation, il faut faire la différence entre la négociation et le marchandage.
Dans le marchandage, on demande une baisse de prix, mais sans pour autant montrer la contrepartie chez le chez la partie ou chez le fournisseur. Dans la négociation, donc les arguments de négociation, c'est du win-win. Ça veut dire que c'est une baisse de prix, mais en même temps, on lâche sur un élément qu'on a déjà identifié comme étant important pour le fournisseur. Et donc, ça se fait d'une manière très rationnelle, très psychologique aussi, mais très rationnelle. Mais il faut vraiment être très bien renseigné sur le marché, très bien renseigné sur le fournisseur, très bien renseigné sur le secteur d'activité dans lequel opère le fournisseur pour pouvoir justement utiliser des arguments qui sont valables et qui sont audibles par le fournisseur. J'ai donné des exemples de volume, par exemple, dans les industries lourdes, généralement, comme ils ont tendance à privilégier la planification de la production, qu'ils ont besoin d'une visibilité à moyen terme sur leur planning de production. Et donc, à ce moment-là, une des tactiques au niveau de la négociation, c'est d'offrir du volume et du volume régulier. Donc, une fois qu'on offre ça, forcément, en contrepartie, on demande une baisse, une baisse du prix généralement et ou bien, en gardant le même prix, une qualité meilleure. Voilà, donc c'est un peu comme ça, en tout cas, que je vois la négociation et qui se fait dans un cadre plus professionnel. Alors, troisième levier, c'est le resourcing. Alors, le resourcing, tout simplement, c'est quoi? C'est quand on décide de faire un appel d'offres et de changer de fournisseur et de sélectionner de nouveaux fournisseurs pour les produits qui sont existants. On avait défilé ensemble, déjà on avait commencé, on s'est arrêté à ce niveau-là d'ailleurs, c'est ce qu'on va pouvoir regarder ensemble. Voilà, donc tout ça, on l'a vu ensemble. La négociation. Donc, je vais passer rapidement. Et donc, j'arrive au resourcing. Alors, resourcing, pour résumer un tout petit peu ce que c'est le resourcing en des mots qui sont très simples, c'est le jour où on décide de changer de fournisseur et de lancer un appel d'offres. Et pourquoi on aimerait lancer un appel d'offres? C'est parce que chaque année, les achats, ils ont un objectif de saving, généralement. Ça peut être exprimé aussi en saving, généralement dans les multinationales, et là je partage mon expérience aussi au sein de l'entreprise, c'est qu'on a de l'inflation, l'inflation sur tous les produits, une inflation qui est liée au pays, et donc le but des achats, c'est justement essayer de compenser l'inflation à travers des savings et à travers des savings dans les différents postes d'achat. Alors, les savings, une façon de faire les savings, c'est de revoir un peu les fournisseurs actuels et de lancer des appels d'offres pour généralement apporter un saving en termes de prix, mais parfois, et donc ça aussi, il faut être capable de l'évaluer au même prix, d'améliorer la qualité, d'améliorer le service, et parfois aussi, c'est quand on se rend compte que on est trop dépendant d'un fournisseur, et donc il faut quand même diversifier le portefeuille des fournisseurs afin de répartir le risque. Voilà. Au niveau des resourcing. Alors, le resourcing ou la partie, repose fortement sur l'information. Et je reviens encore une fois et j'insiste là-dessus, et que un bon acheteur, c'est un acheteur qui doit être curieux de nature, et même s'il n'est pas curieux de nature, il faut développer cette curiosité pour comprendre un peu tout ce qui se passe autour de lui. Tous les contacts. Un acheteur est là aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de gens et d'avoir affaire à beaucoup d'entités, que ce soit des entreprises, que ce soit des consultants, les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est une mine d'informations. Les fabricants de machines, les associations professionnelles. Et donc, il faut commencer d'abord par collecter de l'information sur le marché qu'on voudrait ou sur le marché du produit qu'on voudrait, pour lequel on voudrait lancer l'appel d'offres. Euh,
Généralement, il faut commencer par la méthode macro, méso et microéconomie. Ça veut dire se renseigner un peu sur tous les grands critères macroéconomiques qui influencent le secteur du produit pour lequel on est amené à lancer l'appel d'offres. Mésoéconomique, ça veut dire se concentrer sur le secteur en lui-même et essayer de tirer toutes les informations sur le secteur en lui-même. Et le micro, ça veut dire par rapport à l'entreprise elle-même ou à toutes les identifier des acteurs économiques et là on peut faire appel par exemple à des listes des fournisseurs sur Internet, sur les annuaires. Donc là l'information elle est très disponible, mais il faut juste la structurer pour pouvoir justement en tirer le maximum d'informations. Encore une fois, on commence par l'entonnoir, on collecte l'information sur la partie macroéconomique. C'est bien de se situer par rapport au Maroc, quelles sont ses ambitions en termes de croissance et se concentrer sur le secteur du fournisseur ou du produit qu'on voudrait challenger ou pour lequel on voudrait faire l'appel d'offres et se concentrer sur les acteurs enfin, se renseigner sur tous les acteurs, quelles sont un peu leurs positions dans le marché. Est-ce que c'est un marché déjà qui est monopolistique, qui est oligopolistique? Est-ce qu'il y a un fournisseur qui correspond en termes de part de marché ou de position de marché d'une manière significative pour justement pouvoir mettre en exergue tout ça dans la stratégie qu'on voudrait mettre en place pour l'appel d'offres. Alors, pour un appel d'offres, forcément, d'abord, on choisit le produit pour lequel on voudrait lancer cet appel d'offres. Donc, ce produit-là, ça peut être un choix volontaire ou forcé. On va le voir par la suite. Une fois que le produit est choisi, on passe à la sélection des fournisseurs, donc la phase de la sélection des fournisseurs. Une fois que le fournisseur est choisi, il faut identifier quels sont les investissements nécessaires pour justement démarrer ce nouveau projet ou cet appel d'offres ou ce nouveau produit, qui peut être une nouvelle aventure avec un nouveau fournisseur et qui t'amène à installer ses propres installations. Nous, peut-être, on doit adapter nos machines par rapport au nouveau produit qui est proposé par le fournisseur qui est choisi. Ensuite, donc une fois qu'on a identifié le produit, on a sélectionné le fournisseur, on a sélectionné l'investissement qu'il faut faire, le next step, c'est démarrer. Donc, on va démarrer avec ce fournisseur à petite échelle parce qu'il faut toujours passer par des tests industriels avant d'enchaîner avec la série. Et donc là, c'est la période où c'est plus le volume et on stabilise un peu la production. Et il faut toujours avoir en tête qu'il faut prévoir des améliorations parce que des améliorations, il y en aura toujours. Le choix du composant, justement, il peut être soit un choix qui est forcé, soit un choix qui est volontaire. Alors, on peut être dans des situations où on est forcé de faire un appel d'offres quand on a un litige avec le fournisseur actuel, par exemple. Ça peut être aussi un fournisseur qui est limité en termes de capacité par rapport à ce que l'entreprise ambitionne de faire. Et ça peut aussi être un changement de technologie et le fournisseur ne peut pas justement accompagner ce changement-là de technologie chez nous à travers les produits qu'il propose. Ensuite, et surtout, ça peut être volontaire parce que il y a les feedbacks qui remontent, il y a les feedbacks et les évaluations aux fournisseurs qui, bien sûr, vont alimenter ce choix-là. Si on a des performances qui sont insuffisantes, soit en termes de coût, soit en termes de logistique, soit en termes de prix, voilà. Et on va essayer de se poser la question, comment est-ce que on peut tenant compte en fait de nos objectifs, tenant compte de ce que l'entreprise souhaite faire en termes d'amélioration de résultats, forcer un tout petit peu des appels d'offres afin de voir un peu ce qui se passe sur le marché. Et je peux vous dire que parfois, de mon expérience aussi, on choisit de ne pas faire des appels d'offres parce qu'au vu de toutes les informations qu'on collecte dans la première étape du resourcing, on s'arrête, on se dit, bon, je pense qu'on a des meilleurs prix du marché. Si jamais on fait un appel d'offres, on risque peut-être d'avoir des prix qui sont supérieurs.
Donc, on peut se contenter de rester au niveau voilà, d'évaluer de collecter les informations, de prendre la conclusion que pour ce produit-là, peut-être qu'il vaut mieux ne pas aller vers un appel d'offres, car les prix actuels, ils sont peut-être inférieurs à ceux du marché et que ça peut être une opportunité pour les fournisseurs d'augmenter le prix si jamais on fait appel à des appels d'offres. Donc, c'est aussi question de bon sens. Alors, le choix du fournisseur, c'est la sélection du fournisseur. Donc, une fois qu'on a défini le besoin, donc on va identifier quels sont les leviers de compétitivité, donc les critères de sélection avec la pondération. On va mener une analyse de marché pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe sur le marché en termes de produits disponibles, en termes de fournisseurs qui sont disponibles. Et on va lister ces fournisseurs-là en dressant une shortlist avant de passer à l'évaluation de leur performance enfin donc négocier, faire des rounds de négociation pour enfin choisir le fournisseur. Donc, on va détailler un tout petit peu ensemble cette partie-là du choix du fournisseur. Euh, donc, pourquoi on va sélectionner et évaluer le fournisseur? Donc, on va dans la méthode de choix de fournisseur, il faut pas, c'est pas une procédure qui est libre, mais c'est une procédure qui est très structurée. Il faut être très structuré pour ne pas louper justement l'achat. Il faut partir sur une méthode de sélection qui est plutôt factuelle, qui n'est pas objectif, parce que si on est subjectif, bien sûr, on peut prendre la mauvaise décision. Et la meilleure manière de ne pas être subjectif, d'établir les critères en amont pour pouvoir justement les évaluer un par un selon les critères qu'on va voir. Donc, le choix du fournisseur, donc d'abord, on fait une sélection du fournisseur, donc le choix, à travers une liste qu'on peut trouver sur Internet, à travers notre connaissance du marché, à travers aussi les annuaires. Les annuaires, on en utilise beaucoup. Et puis, et franchement, Google, c'est aussi une mine d'informations pour pouvoir lister dans un premier temps tous les fournisseurs qui sont amenés à être intéressés par offrir ce produit-là. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné les fournisseurs, une liste, on a arrêté une liste des fournisseurs, on passe à l'évaluation. Donc, on va apprécier ces fournisseurs, notamment les fournisseurs avec lesquels on a déjà en relation. Donc, on a une évaluation qui peut se faire et qui se fait annuellement, ou bien la cotation pour les nouveaux fournisseurs à travers des critères qu'on va définir ensemble. Donc, la méthode, tout simplement, donc de critères d'appréciation, il faut partir sur un critère de sélection, deux critères d'évaluation. Donc, les critères de sélection, une fois qu'on arrête une liste de fournisseurs, donc on se pose la question, et donc ça, c'est encore un travail en équipe qui se fait entre les achats et entre le service demandeur, c'est de voir quels sont les critères qu'ils pensent être les plus importants. Bien sûr, et la qualité de produit. Ça, c'est quelque chose qui est très essentiel parce que on a déjà défini ce que c'est on a déjà défini dans une première étape le produit qu'on voudrait acheter. Donc, il faut que la qualité du produit proposé par le fournisseur corresponde à la qualité souhaitée, mais aussi comment la qualité de la proposition commerciale. Je vous donne un exemple. Parfois, on fait des appels d'offres pour des articles ou pour un service même, et on a des réponses qui sont différentes. Il y a des fournisseurs qui peuvent nous répondre avec une seule ligne et avec le prix. Voilà, donc ça, c'est une proposition qui est short. On a l'information du prix, mais on a une ligne en face, donc on n'a pas de description du produit. Et d'autres qui peuvent répondre avec 3 pages où ils expliquent leur produit, tous les paramètres techniques, beaucoup de détails concernant la garantie, concernant des choses qui sont plus techniques, parfois le service après-vente, les garanties, tout ça. Et donc, ça nous donne déjà une idée sur un fournisseur qui est là et qui va prendre la peine de détailler son offre et quelqu'un qui va se suffire de donner un prix X. Et croyez-moi, en exploitant les propositions commerciales des fournisseurs,
parfois, on se rend compte que même nous, notre produit et la manière avec laquelle on a défini le cahier de charge, peut-être elle est amenée à changer en se basant sur justement les propositions commerciales détaillées des fournisseurs. Ensuite, chez le fournisseur, il faut bien sûr être vigilant sur la réactivité commerciale. Ça veut dire que déjà, au moment où on envoie une demande pour un appel d'offres, le délai de réponse, déjà, c'est une indication, mais aussi le fait qu'un fournisseur peut dépêcher un commercial sur place pour pouvoir présenter son produit. Ça aussi, c'est encourageant. Quand on voit qu'un fournisseur, il a envie de travailler avec nous, il vient avec son équipe commerciale, il fait une présentation détaillée du produit. Déjà, on se dit, c'est quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui a envie de travailler et c'est quelqu'un qui est intéressé par nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est construire une relation long terme avec le fournisseur. Ça, c'est des critères de sélection, ça, c'est des exemples. Il y a aussi d'autres critères d'évaluation. Les critères d'évaluation, c'est la qualité de produit en lui-même, la qualité administrative, comment est-ce qu'il traite les réclamations, le respect des délais, voilà. Et donc, certains sont communs aux deux situations, à savoir la sélection et l'évaluation. Donc, chaque entreprise donc, fera son choix en fonction de sa propre situation. Si on est plus à cheval, par exemple, sur les traitements des réclamations, on sait que c'est un produit qui est produit en série, dans lequel il y a plus de probabilité d'avoir des problèmes de qualité. Donc là, il faut accorder beaucoup d'importance au traitement de réclamation. Et donc c'est là, on passe au deuxième point, c'est établir une pesée. Ça veut dire quoi? C'est une pondération. Il faut qu'on puisse par rapport à ces critères-là déjà définir quel est un peu notre pesée. Ça veut être faible, important ou critique. Généralement, c'est comme ça qu'on fait le rating. Et le plus souvent, c'est le simple bon sens ou l'expérience de l'acheteur associée aux opérations qui nous aident pour faire le rating des fournisseurs. Donc, ensuite, bien sûr, il faut fixer des seuils de tolérance parce que on peut donner des notes qui partent de 1 à 10, mais il faut qu'on puisse être capable de dire, voilà, sur ce critère en particulier, on peut accepter un 5. Et sur un autre, il faut absolument que ça soit un 8. En fonction de ça, on va fixer des seuils de tolérance et on construit au fur et à mesure la balance scorecard qui va nous aider pour la sélection du fournisseur. Ensuite, il faut planifier les évaluations. Donc, il faut les planifier, bien sûr, les planifier avec les opérations. Il faut les planifier avec le fournisseur à travers des réunions one-to-one avec le fournisseur où on va dérouler les critères à travers aussi des preuves et des faits. Parce que, encore une fois, c'est le bon sens qui nous guide dans cette démarche-là. Et à la fin, donc, on va essayer de récolter toutes les données et qui peuvent nous permettre de procéder à cette évaluation. C'est-à-dire que, par exemple, quand il s'agit d'un fournisseur avec lequel on a déjà travaillé, c'est de voir un peu le taux de réclamation avec ce fournisseur-là. C'est un moyen de le faire. C'est évaluer le retard en termes de délai de livraison. C'est un moyen aussi d'évaluer, par exemple, la réactivité commerciale. Donc, une fois qu'on a défini, en tout cas, tous les critères qui sont plutôt des critères de sélection et d'évaluation, et on a choisi, à travers le rating de tous ces critères-là, on a choisi une shortlist de fournisseurs qui nous intéressent et qui répondent à notre besoin en termes d'évaluation et de sélection. Là, c'est fait. Donc, ce qu'on va faire, on va demander des cotations. On va demander des cotations aux fournisseurs. Donc, les cotations, bien sûr, c'est des cotations qui peuvent être avec le prix, mais et encore une fois, ils peuvent être accompagnés également de détails qui sont techniques et qui peuvent nous permettre de mieux appréhender la qualité du produit qui va être proposé.
Ensuite, on va enregistrer tout ça dans notre balance scorecard et on va enfin procéder à la comparaison finale. Donc, une fois on a fait la comparaison, on arrive à un balance scorecard où on a tous les critères. On a en plus le prix. Bien sûr, il s'agit de choisir le prix qui est le moins cher, mais on associe aussi tous les autres critères qui sont éliminatoires et qui sont importants. La sélection du fournisseur, c'est un processus continu. Donc, il faut planifier le suivi de l'évaluation. Donc, juste après la mise en place le choix de fournisseur et une fois qu'on a passé justement à la commande, il faut planifier le suivi de son évaluation. Et aussi, il faut évaluer le processus en lui-même. Et est-ce qu'il a été bien respecté? Est-ce que la démarche et la méthode, elle a été bien respectée? La méthode d'évaluation du fournisseur, elle a été bien respectée. Voilà, donc j'ai passé un peu de temps sur la sélection du fournisseur parce que dans chaque achat, il faut imaginer, notamment les achats stratégiques, il faut imaginer une balance scorecard, un canevas, donc quand on sélectionne avec le fournisseur, avec les critères d'évaluation, les critères de sélection, le rating qui est faible, critique ou important, et ensuite la pondération ou l'importance de la note. Est-ce que c'est une note éliminatoire? Est-ce que c'est une note qui est... Donc, les seuils de tolérance, qu'on appelle les seuils de tolérance. On reçoit les cotations des fournisseurs, les cotations en termes de prix. On va enregistrer tout ça dans cette balance scorecard et on va voir les couleurs vert, rouge et bien sûr le fournisseur qui va se démarquer le plus en termes de prix, en termes de tous ces critères, c'est celui qui va être sélectionné. Voilà. Là, une fois que le fournisseur a été sélectionné à travers toute cette démarche qu'on a décrit ensemble, il y a une étape qui est importante et considérable, c'est de voir, voilà, si demain je travaille avec ce fournisseur-là, est-ce qu'il y a des investissements qui sont nécessaires à mon niveau pour pouvoir travailler avec lui, parce qu'il a des machines différentes, parce que il a des ressources ou j'ai besoin de ressources différentes en termes de ressources humaines. Ça veut dire quelqu'un qui va euh, pouvoir accompagner le fournisseur dans son projet. Parfois, il s'agit par exemple de changer un peu tous les outillages parce que c'est un fournisseur qui est nouveau, qui amène de la nouvelle technologie. Et donc, une fois qu'on a établi cette liste des investissements nécessaires, donc bien sûr, tout ça, il faut euh, le revalider avec les opérations et avec le fournisseur. L'acheteur, c'est un lien entre l'entreprise et entre le fournisseur. Et dans ce cadre-là, il faut user de beaucoup de coordination. Donc, on évalue l'investissement nécessaire et bien sûr, on commence par le démarrage. Donc, le fournisseur sélectionné, il va entamer sa procédure de qualification à travers d'abord produire un échantillon. Il va ramener un échantillon, il va le qualifier selon le cahier de charge. Et généralement, il y a du bureau technique, il y a des laboratoires qui se prononcent sur la qualification technique. On va aussi faire une simulation de la boucle stratégique. Comment est-ce que la commande, la demande d'achat va se faire, la commande va se faire, la réception va se faire. Donc, essayer un peu de boucler un peu toute la partie logistique avec le fournisseur, faire un essai et faire un essai industriel, avec le fournisseur. Une fois que l'essai industriel est réussi, on passe à tout simplement la série. Donc, on va commencer à travailler avec le fournisseur de manière graduelle. Il faut commencer par passer des petites commandes pour tester, parce que les premières commandes, il y a toujours des feedbacks qui peuvent revenir et qui peuvent alimenter le cahier d'évaluation du fournisseur et lui permettre d'améliorer son offre. Et on mesurera la performance du fournisseur en termes de coût, de qualité et de logistique au fur et à mesure pendant la période de série, donc c'est la période de stabilisation. Donc, à la fin de la période de la stabilisation, il y a aussi des améliorations qui doivent aussi se profiler tout au long de cette période-là. Même dans le cadre de produits pour lesquels on n'a pas fait d'appel d'offres, il faut s'arrêter, il faut se fixer comme objectif chaque année d'améliorer
les produits qui sont existants. En termes de coûts, de qualité, logistique et innovation, les 4 piliers qu'on a définis ensemble. Et donc, les coûts, c'est bien sûr de gratter sur les coûts de plus en plus. Alors, comment on peut gratter sur le coût d'un produit stabilisé? C'est de voir un peu ce qu'on appelle les optimisations de composition. Si on trouve que un produit avec une concentration X suffit largement, on peut demander au fournisseur de nous réduire la concentration de cet actif-là et voir si ça marche toujours, bien sûr en suivant là le processus de qualification. Et qui dit réduction de composants ou d'inputs, des réductions de coûts aussi. On peut aussi s'améliorer sur le point de vue logistique et ça, c'est un point très sensible, notamment la manière avec laquelle on passe les commandes, s'améliorer sur le plan de délai, s'améliorer de point de vue existence de stock de sécurité. Il y a toujours, il faut toujours se gratter la tête pour un produit donné et trouver, identifier les améliorations qui sont possibles tout en se basant tout simplement sur le bon sens et sur l'expérience et sur les feedbacks et les retours des utilisateurs. Voilà, donc là, on peut décomposer les coûts pour voir les coûts sur lesquels on peut faire des optimisations. En connaissant de mieux en mieux le processus de fabrication chez le fournisseur, on peut même lui proposer des améliorations à son niveau, un peu de productivité, utiliser des regroupements, par exemple, avec d'autres fournisseurs. Voilà. Très bien. Donc, on arrive à la fin de cette méthode qui est la méthode de l'appel d'offres. Et comme vous pouvez voir, donc c'est un levier qui est très équilibré en termes de coûts et des délais de mise en œuvre. C'est pour ça qu'il est très, très utilisé. Donc, c'est un délai qui est moins que la moyenne et c'est un coût qui est aussi en termes de coût, mais là encore, c'est en coût de temps qui est dans la moyenne. Donc, c'est très important. Donc, ça amène de l'optimisation en termes de coût et dans un délai qui est relativement acceptable. Alors, le quatrième levier, c'est le levier de l'optimisation de la supply chain. La supply chain, donc, ça englobe une notion qui est très générale, mais en ce qui concerne le sourcing et les achats, on va se focaliser sur les notions suivantes, la manière la manière avec laquelle on passe les commandes, le conditionnement, les modes de transport, la facturation, le paiement et l'échange documentaire. Voilà. On peut peut-être rapidement prendre des exemples de chaque outil. Alors, la commande, c'est principalement, par exemple, le regroupement des commandes. Ça nous arrive de recevoir les besoins des utilisateurs, notamment si on est dans le cadre de plusieurs sites, besoins qui sont différents pour le même produit, mais des besoins. Chaque service, elle va exprimer son besoin pour un produit donné chez le même fournisseur. Donc, un acheteur, il doit essayer de regrouper les commandes qui sont destinées au même fournisseur et encore mieux au même produit, parce que c'est du coût administratif en moins. Il ne faut pas oublier qu'on évalue à 3% le coût administratif euh, au sein de l'entreprise. Ça veut dire juste le temps qui passait sur la saisie des commandes, sur l'édition, sur partir chercher le document à l'ordinateur, à l'imprimante, le faxer, donc tout ça c'est 3% du coût des coûts globaux de l'entreprise et donc cela il faut essayer de les réduire au maximum. Bien sûr, on a tendance à regrouper les commandes chez le fournisseur parce qu'on va passer une seule commande, on va faire un seul appel chez le fournisseur, on va recevoir en un lot et donc il faut trouver l'équilibre entre le regroupement des commandes, mais les commandes aussi urgentes, parce que là aussi, quand il s'agit de commandes urgentes, donc il faut les passer sans attendre le regroupement forcément. Alors le conditionnement.
On a aussi eu l'expérience de conditionnement qui pouvait participer fortement au saving et aux économies au sein de l'entreprise, notamment par exemple quand le fournisseur a une manière de faire le conditionnement individuel pour certains articles et le réceptionnaire, donc il va passer son temps à déjà déballer le packaging de chaque unité de produit qui est reçu. On peut arriver à des situations où on demande au fournisseur, tiens, on peut faire un conditionnement pour un lot de produits au lieu de faire un packaging ou un conditionnement qui est unitaire. On peut parler aussi des palettes, des palettisations, c'est très important. C'est un coût aussi qui est très important, notamment quand il s'agit de retourner les palettes aux fournisseurs. On peut choisir, par exemple, des palettes en plastique qui peut nous coûter moins cher que des palettes qui sont en bois. Les modes de transport. Les modes de transport, en fonction que si une marchandise va venir de l'Espagne, autant choisir un mode de transport routier plutôt qu'un mode de transport aérien ou par bateau. Et même, par exemple, on peut utiliser nos propres chauffeurs, nos propres camions, nos propres parcs pour les entreprises qui en ont, au lieu de que ce soit facturé par le fournisseur. Un exemple de la facturation, là encore, on est dans le cadre de coûts administratifs, donc il vaut mieux réduire les coûts administratifs au maximum. Il faut essayer d'aller vers les regroupements en termes de factures. Le regroupement en termes de factures permet également de traiter la facture sans avoir des retards de paiement. Voilà, donc la supply chain, c'est tous les détails, les petits détails qui peuvent influencer le coût global de l'achat et sur lesquels il faut faire un focus particulier. Donc là, c'est pas forcément le levier qui va rapporter le plus d'économies, mais en même temps, en termes de délai de mise en œuvre, ça reste des actions qui sont rapides et efficaces. Donc, comme on dit, fast and furious, c'est ce qu'il faut. C'est le couple qui est recherché quand on veut faire des petites actions et en même temps faire des économies pour l'entreprise. Donc, enfin, le dernier support que je voudrais partager avec vous, c'est le support des fournisseurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va essayer en tant qu'entreprise de faire avec le fournisseur ce que lui n'a pas pu faire en toute autonomie. Euh, Au sein de l'entreprise, par exemple multinationale, qui a des procédures de travail, qui a des manuels de sécurité, qui a des codes d'éthique, c'est des pratiques qui sont inspirées de la maison mère et qui sont pas forcément un peu dans la culture de la PME. Quand une entreprise multinationale travaille avec une PME, elle va être dans ce support-là en essayant de la mettre à niveau par rapport à plusieurs sujets. Premier sujet, par exemple, c'est la sécurité. L'entreprise, quand elle va faire un appel d'offres, elle va aussi exiger de la part du fournisseur ou de son fournisseur actuel de se mettre à niveau au niveau de la sécurité en partageant ses propres pratiques en matière de sécurité, en distribuant des manuels de sécurité pour ce fournisseur-là qui va pouvoir l'utiliser à son niveau. Euh, on peut aussi parler de la partie éthique. Les multinationales ont aussi comme habitude d'avoir des codes d'éthique et des codes d'éthique avec vraiment des cas qui sont très concrets et des situations concrètes, des dispositifs pour pouvoir justement euh, s'assurer que tout le monde y respecte l'éthique, qu'il n'y a pas de détournement, que la société pourrait pas imposer, il peut l'imposer bien sûr, imposer et encourager le fournisseur à adopter le code d'éthique de la société, ce qui va lui permettre lui-même de généraliser cette pratique-là et de généraliser cette pratique-là et de se mettre à niveau. Il pourrait s'agir tout simplement aussi de nouveaux besoins par rapport à une nouvelle technologie. Et on va demander à nos fournisseurs actuels de se renseigner et de chercher des produits qui nous correspondent. Donc là, c'est pousser le fournisseur à ce qu'il puisse être aussi à la page et chercher à être aligné avec la technologie de l'entreprise. Ce support-là, par expérience, j'ai vu beaucoup d'entreprises
grandir grâce à ce levier. C'est des entreprises qui ont commencé petits et qui ont donné satisfaction. Mais le plus important, c'est qu'à la tête de ces entreprises, il y avait des personnes et des managers qui voulaient justement aller très loin, il voulait s'améliorer, il avait la volonté de s'améliorer et de ne pas rester dans un business à échelle réduite. Donc, il y a un échange de bons procédés, il y a des méthodes, par exemple, en termes de simulation, de prototypage que l'entreprise peut fournir et que le fournisseur pourrait utiliser pour l'entreprise, mais aussi pour d'autres entreprises ou d'autres clients qu'il pourrait avoir. La formation aussi, c'est un levier très important. Euh, on associe, dans l'entreprise où je travaille, on associe de manière très fréquente les fournisseurs dans les formations, même pour le personnel, parce que là, on parle de la chaîne de valeur et dans la chaîne de valeur, il faut que tout le monde soit soit rentable et soit en tout cas donne satisfaction. Il n'y a pas d'anneau qui doit être défaillant. Il faut que tout le monde donne satisfaction. Voilà, donc j'ai d'autres sujets. Ben, on peut voir que là, pour le délai de mise en œuvre, forcément, il faut passer plus de temps dans la mise à niveau du fournisseur, dans ce support du fournisseur, parce que c'est des actions qui s'inscrivent dans la durée. En termes d'économie, c'est pas ça forcément qui va apporter le plus d'économies pour l'entreprise, mais c'est des économies qui sont à long terme. Euh, donc rapidement, là, on va essayer d'associer les coûts, les leviers qu'on vient de voir avec les piliers les piliers des achats. Donc, rappelez-vous, les piliers, c'est les quatre, le coût, la qualité, la logistique et l'innovation. Et les leviers, ben, ils sont dans la partie, ce qu'on vient de voir. Et donc là, c'est un peu en fonction du critère ou en fonction voilà de piliers qu'on veut actionner, on peut utiliser un levier par rapport à un autre. Donc de manière très classique, quand il s'agit par exemple du resourcing, c'est une grosse économie, c'est aussi une amélioration de la qualité, une amélioration de la logistique. Il n'y a pas forcément d'innovation, mais ça donne des résultats sur les trois axes coût, qualité, logistique. Si on prend un levier comme le levier de négociation, c'est clairement juste du coût et de la logistique. Le levier de conception et reconception des produits, on touche un tout petit peu à tous les piliers de la fonction des achats. Voilà, donc il me reste 3 minutes. Je vais essayer de voir un peu s'il y a des questions qui sont posées. Alors, on a une question concernant les Incoterms 2020 par rapport aux Incoterms 2010. Donc, ça, c'est une question très technique au niveau du transit. Euh, Moi, je suis pas spécialiste du transit, donc je pourrais pas vous répondre là-dessus. Mais bien sûr, on peut très bien demander à la page et aux administrateurs d'inviter des personnes qui sont spécialisées en la matière. Moi, le module des achats, c'est le module des achats pour la personne qui a posé la question. Donc, on a encore des choses à voir ensemble euh, qu'on pourrait voir peut-être lors de la prochaine séance. Et on va terminer peut-être sur ça. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée à tous. Merci à tous d'être là. Et voilà, à la prochaine fois. Merci et bonne journée. Au revoir.